De nouvelles émeutes ont éclaté en banlieue parisienne après la mort vendredi d'un individu nommé Curtis. Ce dernier a été percuté par un camion alors qu'il tentait d'échapper à un contrôle de police. Après Théo Louaka et Ziad Ebouna, Curtis devient une nouvelle figure victimaire des banlieues. Ambiance de guerre dans le 10e arrondissement de Paris. Dans la nuit de lundi à mardi, les forces de police ont pris d'assaut la gare du Nord pour vérifier la présence de 3 individus fichés S. Ces derniers auraient pris la fuite. Moins 10% en moins d'une semaine, le prix du pétrole brut continue de dégringoler. Une bonne nouvelle pour l'économie mondiale, une mauvaise pour les Émirats arabes. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, retrouvez Elise Blaise dans Cap sur l'Elysée. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Cap sur l'Elysée. Macron va-t-il rafler toute la mise après sa victoire à la présidentielle? Le genou de la finance a une nouvelle étape à franchir, les législatives de juin prochain. Avec un score fragile pour gagner l'Elysée, rien ne l'assure d'avoir une majorité, même si tous les vieux briscards socialistes voient déjà le beefsteak. L'Assemblée sera-t-elle en marche? Maintenant qu'il trône au palais de l'Elysée, Emmanuel Macron va devoir s'imposer au Palais Bourbon. Pour cela, la tâche n'est pas aisée. Si Emmanuel Macron avait tout au long de la campagne fait savoir que son parti ne serait pas une usine de recyclage pour vieux candidats en quête de mandat, il semble qu'il va devoir être plus magnanime. En effet, avec une élection sur le fil, obtenir la majorité va relever du numéro d'équilibriste. Il sera aussi important de ne pas fâcher les députés potentiels, car ils seront autant de petits cailloux dans les churches de Macron. Dans ce cadre, malgré les qualificatifs de traître avec lesquels l'ancien ministre de l'économie désigne Manuel Valls, tout porte à croire qu'il faudra compter avec lui. En effet, l'ancien maire d'Evry a fait savoir qu'il espérait une investiture du mouvement du nouveau président. Pour autant, premier croc en jambe, le président de la Commission nationale d'investiture d'En Marche, Jean-Paul Delevoye, a déclaré qu'aucun dossier pour une telle demande n'avait été transmise, renvoyant ainsi Manuel Valls au statut de simple député ordinaire. Par ailleurs, pour se présenter, il faut porter l'étiquette En Marche, une règle non négociable. Pourtant, l'ancien premier flic de France espérait se présenter investi par En Marche, mais avec l'étiquette socialiste. Une configuration aussi impossible pour le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis. Il est vrai que la rue de Solferino n'a guère apprécié la déclaration de Manuel Valls affirmant que le PS était mort. Les tractations vont donc être ardues. Au-delà de la petite cuisine, il fallait également apporter quelques changements juridiques à la structure macronienne. La première étape n'a pas tardé puisque dès lundi, le jeune loup de la finance a démissionné de la présidence du mouvement En Marche au profit de Catherine Barbarou. Dans le même état d'esprit, la structure a été transformée en parti politique et donc affublée d'un bon vieux nom à l'ancienne, La République En Marche. Le parti présentera évidemment des candidats dans toutes les circonscriptions. Les 577 noms seront normalement connus jeudi à midi, mais avec 61% de Français souhaitant une cohabitation, pas sûr que le nom de Manuel Valls donne de l'élan à la marche. Et alors que certains ont mis le cap sur les législatives, l'heure est aussi au bilan de la présidentielle. Alors que tous les éléments jouaient en sa faveur, Marine Le Pen est restée aux portes de l'Elysée. Pourquoi n'est-ce pas passé? Le Front National peut-il vraiment gagner? Élément de réponse. Plus de chômage, plus de terrorisme et moins de pouvoir d'achat. Voilà le bilan du quinquennat Hollande. Le cocktail social était donc parfait pour faire exploser le Front National. D'ailleurs, Marine Le Pen s'est qualifiée pour le second tour devant de sérieux concurrents tels que François Fillon ou Jean-Luc Mélenchon. Pour autant, malgré un très bon début d'entre-deux tours, Marine Le Pen est restée bloquée en dessous des 11 millions de voix. Un record, certes, mais pas suffisant pour gagner. Un genre de plafond de verre dont les médias se plaisent à parler. Et si les médias aiment en parler, c'est parce qu'ils contribuent
à le maintenir en place. À peine Marine Le Pen qualifiée pour le deuxième tour que les sirènes du politiquement correct ont retenti. Le péril était dans l'antichambre de la République française. Tremblez, citoyens, et mobilisez-vous. Si la diabolisation à outrance a du plomb dans l'aile, elle fait toujours recette chez les bobos hystériques et l'arrière-garde vieillissante de mai 68. Les jeunes crédules, habitués au temps de paix, sont aussi friands de sensations fortes. Ils se sentent enfin épris d'un sentiment, celui de lutter contre une guerre civile latente qu'ils combattent des doigts sur les réseaux sociaux via leur smartphone valant un demi-SMIC. Les Français issus de l'immigration, de plus en plus nombreux, sont également des cibles de choix pour observer l'agitation du chiffon rouge médiatique, quitte à accorder du crédit aux craintes les plus caricaturales. Pour autant, la réalité est simple, cette élection de 2017 était peut-être la dernière où la composition démographique de la France laissait encore espérer un sursaut du camp patriote. Les médias ont donc eu plus à cœur de sortir l'artillerie lourde. 2 ans qu'Emmanuel Macron était présenté sous son meilleur côté, photographié sous son meilleur angle au gré des rendez-vous avec des paparazzis du système pour des photos prétendument volées. Le jeune premier avait toutes les qualités, la figure du winner, et ils l'ont bien fait gagner. La presse a autant adulé Macron qu'elle a descendu Marine Le Pen. Avec le premier, aucun point sensible n'était évoqué. Avec la seconde, c'était un festival de plateau en plateau. La petite préférence journalistique réside depuis toujours dans l'attaque du programme économique du Front National. Un programme qui, depuis des années, a profité là encore des plus caricaturales attaques de la part de journalistes qui ne s'y sont jamais réellement penchés. Cette fois, Marine Le Pen a donné du grain à moudre en donnant le signal d'une défaillance à quelques jours du deuxième tour. Le ralliement avec Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France et l'infléchissement consécutif du programme sur l'euro ont terminé de semer le doute dans les esprits. Pourquoi faire évoluer un programme si près du but si l'on est sûr de sa pertinence? Voilà l'interprétation qui a été faite. L'adaptation de Marine Le Pen est alors perçue comme un renoncement, un point négatif donc. Autour des médias d'appuyer dessus et le tour est joué pour perdre quelques points. Ultime bon coup des médias, tout au long du quinquennat, Marine Le Pen a été la seule à affirmer vouloir abroger purement et simplement la loi Taubira, mais la presse aura agité son absence aux manifs pour tous, oubliant que François Fillon n'avait pas davantage manifesté. L'électorat catholique a donc eu un doute. Tout au long du mandat de François Hollande, ils ont préféré se tourner vers François Fillon au premier tour et, plus étonnant, pour le deuxième tour, Emmanuel Macron a raflé la mise. 62% des catholiques ont préféré se mettre en marche sans Marine. Chez les pratiquants réguliers, 71% ont choisi Macron, oubliant sa volonté d'autoriser la PMA et d'accompagner les enfants issus de GPA. Le Front National, malgré ses progrès indéniables dans les urnes, se frotte toujours au même problème. Raconté par des journalistes partisans, le parti de Marine Le Pen n'est, une nouvelle fois, pas parvenu à écrire sa propre histoire et à sortir des sentiers que les médias lui avaient déjà tout tracés. Et voilà, cap sur l'Elysée, c'est déjà terminé. Tout de suite, retrouvez le reste de l'actualité avec Pierre Bergerot. Quant à moi, je vous retrouverai demain. Bonsoir. Merci Élise. Après Ziyed et Bouna, voilà Curtis. Cet individu de 17 ans est décédé après avoir percuté un bus vendredi à Massy dans l'Essonne alors qu'il tentait d'échapper à un contrôle de police. Un nouvel événement qui risque d'enflammer les banlieues. Thibaut Bastide. Curtis, nouveau symbole de la violence urbaine. Alors que l'affaire Théo avait enflammé les cités de la banlieue parisienne en début d'année, voilà que l'affaire Curtis vient de nouveau agiter les cités. Vendredi, l'individu de 17 ans a voulu échapper à la police alors qu'il circulait sur son quad sans casque. Selon les autorités, les policiers se sont dirigés vers lui à pied pour le contrôler et l'adolescent a pris la fuite en les apercevant. Dans sa fuite, il a percuté un bus, hospitalisé dans un état grave. L'individu
l'individu a succombé à ses blessures dans la nuit de vendredi à samedi. Il n'en a pas fallu davantage pour faire réagir les anti-flics. En effet, des violences ont éclaté dans le quartier du Grand Ensemble à Massy, quartier où vivait l'adolescent. Une quarantaine d'individus a cassé des vitres, des abribus et a allumé des feux de poubelle. Et comme pour Théo Louaka, un rassemblement a été organisé. Cependant, l'affaire ne s'est pas arrêtée là et les proches de la victime ont jeté de l'huile sur le feu en accusant directement les forces de l'ordre. Selon eux, c'est la police qui l'a percuté, ce qui a provoqué la chute de l'adolescent. Après ces déclarations, les forces de l'ordre ont été prises pour cible. Des cocktails Molotov, des projectiles et des feux d'artifice ont été jetés dans leur direction. Un fait divers qui rappelle l'affaire Ziad Ebouna, électrocuté à l'intérieur de l'enceinte d'un poste électrique alors qu'il tentait d'échapper à un contrôle de police en 2005. À chaque fois, le scénario se répète et les conclusions sont les mêmes. Ces individus sont victimes des forces de l'ordre selon les organisations antiracistes et sont des délinquants selon le système judiciaire. Attentat imminent selon les forces de police. Dans la nuit de lundi à mardi, un important dispositif de sécurité s'est déployé gare du Nord à Paris pour rechercher 3 suspects fichés S. Les policiers n'ont finalement trouvé personne. Floriane Jeannin. Branle-bas de combat gare du Nord, lundi soir à Paris, la brigade de recherche et d'intervention, la BRI, a fait évacuer le centre ferroviaire pour fouiller les 200 passagers d'un train en provenance de Valenciennes. L'opération a été lancée alors qu'une guichetière SNCF a signalé à la police avoir possiblement vendu des billets à des terroristes dont elle aurait vu la photo sur Internet. Les forces de l'ordre étaient à la recherche de 3 individus fichés S et susceptibles d'avoir rejoint la France pour y perpétrer un attentat pour le compte de l'État islamique. Leur nationalité n'est pas confirmée, mais il pourrait s'agir d'un Belge et de 2 Afghans. Suspectés de vouloir commettre un attentat, ils ont été tous 3 déjà signalés à Paris, Bordeaux et Marseille, provoquant à chaque fois la levée d'un important dispositif de sécurité. Les voyageurs sont restés confinés à l'intérieur du train pour être fouillés avant de sortir les mains en l'air. L'accès à la gare et aux transports en commun à proximité a été entièrement bouclé. Les policiers casqués et armés de fusils d'assaut sont finalement repartis bredouille. L'opération s'est terminée peu avant 2 heures du matin ce mardi. Les voyageurs paniqués ont pu récupérer leurs bagages après avoir été rassemblés dans une brasserie. La voie ferroviaire demeure un moyen de transport à haut risque. En août 2015, Ayoub et Kazani avaient tenté de faire feu sur les passagers du Thalys reliant Amsterdam à Paris. L'individu avait finalement été neutralisé par des civils. L'état d'urgence décrété il y a maintenant 1 an et demi n'y fait rien, la menace terroriste persiste. La tendance pourrait s'accentuer avec l'arrivée des beaux jours, période privilégiée par les passeurs pour faire transiter des clandestins en direction du vieux continent. La sécurité des gares sera d'autant plus importante que les départs en vacances encombreront massivement les gares, et ce, dès le mois de juillet. Le baril de pétrole brut passera-t-il sous la barre des 40 €? Il en prend en tout cas le chemin. Son prix a baissé de 10% la semaine dernière au grand désarroi des Émirats arabes. Natacha Königsberg. Juillet 2014, le prix du baril de pétrole a dépassé les 100 $. Il atteint même par moments 110 $. L'économie mondiale souffre, l'industrie, gourmande en énergie et en produits dérivés du pétrole, est à la peine. À la pompe, les Français voient l'essence sans plomb s'approcher dangereusement des 2 € le litre par endroit. Le prix du gaz atteint des sommets. Février 2016, en moins de 2 ans, le prix du baril s'est effondré, passant même un moment sous les 40 $, à 35 $ le baril. En cause, d'un côté, une baisse de la demande chinoise, dont l'économie, après une surchauffe, tourne au ralenti. De l'autre, l'augmentation de la production de pétrole dans le monde, notamment aux États-Unis, et celle des pétroles de schiste. Après quelques mois passés à flirter avec le seuil des 50 $, après une tentative désespérée des pays producteurs de pétrole, essentiellement des Émirats arabes, à l'automne dernier pour le faire remonter et atteindre au moins 60 $, rien n'y fait. Le prix du baril de pétrole est reparti à la baisse ces derniers jours. Il pourrait même bientôt repasser à nouveau sous la barre des 40
$50, soit 3 fois moins cher qu'il y a moins de 3 ans. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. Si l'Occident a été plongé brutalement en 1973 et 1979 dans une crise économique, c'est à cause de l'explosion des prix du pétrole décidée par les pays producteurs, essentiellement les pays arabes. Si aujourd'hui le prix du pétrole est tiré vers le bas, c'est en grande partie parce que l'Occident, et en particulier les États-Unis, ont compris que la dépendance au pétrole du Moyen-Orient n'est plus tenable. Résultat, après avoir importé jusqu'à 60% de son pétrole jusqu'en 2005, les États-Unis sont aujourd'hui exportateurs et pourraient redevenir numéro 1 mondial devant l'Arabie Saoudite et la Russie. Les États-Unis ne sont pas seuls à faire tourner les derricks à plein régime. La Libye, le Nigeria, l'Irak, qui ont grand besoin de l'argent du pétrole, leur quasi seule ressources pour relancer leurs économies, ont aussi ouvert les robinets en grand. Cette nouvelle guerre de l'or noir fait comme à chaque fois des victimes. Et en l'occurrence, ce sont cette fois les Émirats arabes, longtemps habitués à encaisser des royautés colossales sur le pétrole extrait sur leur territoire, pouvant atteindre 70 ou 80% du prix du baril de pétrole. Ils doivent aujourd'hui se contenter de quelques poignées de pétrodollars. Conséquence, leurs déficits budgétaires atteignent des niveaux colossaux. Tout ce qui était jusqu'ici gratuit pour les nationaux devient payant quand il ne disparaît pas tout simplement. Des dizaines de millions de pensions, d'allocations et d'emplois fictifs sont menacés de disparaître du jour au lendemain. Il y a fort à parier qu'à moyen terme, nombre de fonds souverains qatariotes, saoudiens ou des Émirats arabes unis devront revendre leurs actifs acquis en Occident, parfois au prix fort, pour finir les fins de mois. Quant au prix du pétrole, il pourrait, d'après les analystes, rester durablement sous la barre des $50, au moins jusqu'à la fin de la décennie. Certains prévisionnistes envisagent même qu'il puisse tomber à $20 prochainement, faisant alors d'autres victimes collatérales, les énergies renouvelables, la transition énergétique et même le nucléaire. Chaque année, le 9 mai en Russie, dans la majorité des pays d'ex-Union soviétique, est célébrée la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne en 1945. À Moscou, un grand défilé est organisé sur la place rouge. Dans d'autres villes d'Europe, c'est aussi l'occasion pour les russophones de commémorer cet événement. En France, ces festivités coïncident avec le 8 mai et l'annonce de la capitulation allemande. À Strasbourg, la communauté russe a organisé un défilé pour l'occasion partant de la place de la République pour rejoindre la citadelle. Un reportage de Nicolas de Lamberterie. Alors, régiment immortel, ça vient du russe Bessmертный полк. Régiment immortel, c'est le régiment de tous ceux qui ont combattu, qui nous ont offert cette liberté et cette paix que nous avons aujourd'hui. C'est pour leur rendre hommage. Ce régiment, ce sont les gens, les civils, qui portent leurs ancêtres, leurs grands-pères, leurs grands-mères en photo, et on leur rend hommage de cette façon. D'où le régiment immortel, parce que c'est un hommage immortel qu'on leur rend. C'est encore un hommage à l'armée rouge ou à l'armée russe? Est-ce qu'il y a une distinction qui est faite dans l'esprit des Russes aujourd'hui? Alors il n'y a aucune distinction qui est faite parce que lors de l'Union soviétique, nous avions des Biélorusses, des Ukrainiens, des Géorgiens, des Russes et encore beaucoup de peuples différents, beaucoup de nations différentes qui étaient simplement sous la même bannière. Mais aujourd'hui, dans tous ces pays-là, l'Ukraine, la Biélorussie, la Russie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, nous en avons des représentants aujourd'hui. Et c'est justement un jour qui nous unit tous. C'est le jour où nous sommes tous unis. Et ce genre de fête, ce genre d'événement, comme le 8 mai ou le 9 mai en Russie, c'est vraiment l'événement qui nous unit et qui nous permet de rester ensemble. En Russie, on commémore non seulement la date de la fin de la guerre en Europe en 1945, et en commémorant nos ancêtres, nous pensons à ce que la paix soit durable. Est-ce que vous espérez que ce souvenir, parce qu'il y a des conflits aujourd'hui, y compris près de la Russie, en particulier en Ukraine, est-ce que vous pensez que la paix est menacée aujourd'hui dans le monde, ou notamment en Russie, en Europe? Vous savez, pendant les années 30-40, l'idéologie nazie était l'ennemi du monde. Maintenant, l'idéologie nazie n'existe pas, mais il y a des autres idéologies qui s'aiment les mêmes soi-disant valeurs, comme l'État islamique par exemple. Et nous devons être vigilants. La commémoration de nos ancêtres nous donne un sentiment de vigilance.
Passons à présent à l'actualité en bref. Casse-prison pour l'ancien militaire islamiste. L'individu de 34 ans arrêté vendredi près de la base militaire d'Évreux, soupçonné d'avoir voulu commettre un attentat, accusé d'entreprise individuelle terroriste et de tentative d'intrusion sur un terrain militaire. Il a été mis en examen et écroué. Lors de son arrestation, il portait une tenue de combat avec les insignes de l'État islamique. En garde à vue, il a reconnu avoir envisagé de commettre un attentat au nom du groupe terroriste, faute de pouvoir rejoindre la Syrie. 2 ans de prison pour insulte à l'islam. Un tribunal indonésien a condamné l'ancien gouverneur chrétien de la capitale, Jakarta. Un des juges a justifié la sévérité de la décision par l'absence de sentiment de culpabilité du prévenu. À l'origine du blasphème contre l'islam, la prise de position du gouverneur contre certains oulémas, les théologiens musulmans pour qui les mahométans ne peuvent être qu'un des leurs. L'ancien gouverneur a été battu mi-avril lors du scrutin renouvelant son poste. Les islamistes avaient alors organisé des manifestations de masse contre lui. Cet épisode témoigne de la tendance actuelle en Indonésie, premier pays musulman au monde. Depuis plusieurs années, cet État d'Asie du Sud-Est connaît une influence politique croissante des conservateurs musulmans. Hommage à Sébastien Desieux. Comme à chaque année depuis 1995, les nationalistes se réunissent ce mardi à Paris pour rendre hommage à ce militant mort en marge d'une manifestation contre l'impérialisme américain. Le comité du 9 mai se réunit pour la 22e fois et devrait se rendre sur les lieux du drame près de la rue d'Assas dans le 6e arrondissement de la capitale. Et avant de terminer ce journal, les équipes de TV Liberté ont une pensée émue pour Arlette Carboulec, la doyenne de nos donateurs qui nous a quittés il y a quelques jours. Nos pensées vont à son époux Pierre, fidèle spectateur de Bistro Liberté. Dans un instant, découvrez un nouvel épisode de La Petite Histoire avec Christopher Lannes. Au programme, la Sainte Ligue et la bataille de Lépante. La bataille de Lépante engage la 4e guerre vénéto-ottomane entre la République de Venise et l'Empire turc ottoman. C'est une bataille pour le contrôle de la Méditerranée orientale, puisque, après la prise de Constantinople par les Turcs, Venise, la République de Venise, était la seule grande puissance chrétienne qui régnait encore dans cette région. La République de Venise comptait alors un certain nombre de places fortes, de comptoirs commerciaux, mais cette puissance commençait à être affaiblie par l'expansion ottomane. Retrouvez également notre Zoom du jour avec Fabien Nisgoda, professeur d'histoire-géographie, mais surtout un des vice-présidents du MEI, le mouvement écologiste indépendant. Il publie avec le fondateur et président du parti Antoine Wechter, Le sens de l'écologie politique, une vision par-delà droite et gauche aux éditions Sang de la Terre. L'apparition de la problématique écologiste dans le champ politique n'a été nécessaire que quand le système lui-même a commencé à se dérégler d'une certaine manière, quand le progrès technique a commencé à donner à l'homme un poids excessif sur son milieu. Parce qu'effectivement, sinon, on peut remonter très loin et puis trouver des prémices de l'écologie. Diogène est un exemple souvent mis en avant par les promoteurs de la sobriété. Saint François d'Assise au Moyen-Âge, dans son Cantique des créatures en particulier, et sa relation fraternelle avec les autres espèces, est aussi considéré généralement comme une sorte de précurseur de l'écologie, enfin en tout cas saint patron des écologistes pour l'Église catholique. Mais la pensée écologiste elle-même, surtout s'appuyant sur cette dimension scientifique qu'on évoquait au début, elle n'apparaît finalement qu'assez tardivement. Et ce soir, retrouvez passé présent. Catherine Gourin et Philippe Conrad évoqueront l'histoire du service militaire et la figure du fondateur du scoutisme, Robert Baden-Powell. Raphaël Delpar viendra ensuite présenter son ouvrage, Le roman d'amour de Lucrèce Borgia. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnole avec Christian Combaz. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir.
Tous les candidats aux élections parlent du chômage sans nécessairement savoir de quel sentiment d'abandon ils s'accompagnent. Alors je vais vous rapporter une comparaison que je tiens d'un des clients du bar qui m'a dit « J'ai connu le chômage quand j'habitais Toulouse et j'ai connu le cancer aussi et je suis bien placé pour te dire que c'est presque pareil ». Le type qui me parlait était un célibataire un peu mystérieux qui avait une petite maison basse à l'entrée du pays, laquelle était à l'époque sa résidence secondaire. Il vivait à Toulouse dans un appartement tout blanc et il n'avait dit à personne qu'il était au chômage. On l'a compris que quand il est revenu au village pour y passer l'hiver, il a préféré donc quitter son logement de Toulouse et payer l'essence pour aller à ses entretiens d'embauche, donc faire des allers-retours. Du coup, finalement, tout le monde l'a su au village et puis après il a fait un cancer, pas trop méchant mais quand même avec chimio. Et là, tout le monde l'a su aussi. Une indemnité affection de longue durée est venue soulager un peu, enfin si l'on peut dire, ses souffrances de chômeur en même temps. Et cette période noire a quand même duré 2 ans. Il en avait 40. Et finalement, il s'en est tiré. C'est-à-dire qu'il a retrouvé un travail et une santé. Mais quand il m'en parle, c'est pour souligner à quel point le comportement individuel des gens à l'égard des faillis, des chômeurs, des malades n'a rien à voir avec leurs convictions sociales. Quand on leur en parle collectivement, et ça s'entend au bar de Campagnol, les gens se disent comme Mélenchon ou Marine Le Pen que le chômage est une injustice, comme la maladie. Mais, me dit mon gars au comptoir, on sent qu'il récite une leçon. Parce que la loi de la meute, c'est qu'on a tellement peu envie de ressembler aux chômeurs et aux malades, aux gens qui sortent du groupe, qu'on a tendance à se dire ils ont dû faire quelque chose de mal pour être mis à l'écart. Ainsi, moi, me dit-il, quand j'étais sans un rond et sans grand espoir de survie, j'avais l'impression que j'étais contagieux, que j'attirais la foudre, que les gens ne me parlaient plus par crainte d'être électrocutés. Et dans les nichés de canards ou de canaris, l'animal malade est abandonné lui aussi quand il n'est pas tué à coups de bec par ses congénères. C'est la loi naturelle. Et t'auras beau faire, il en reste toujours quelque chose dans les nichés humaines. Dans les moindres villages, ça se voit aussi. Au début, j'ai trouvé qu'il allait un peu fort. Mais soudain, je me suis souvenu qu'au bar du coin, là, comme ça, il y a 2 ou 3 personnages un peu sournois qui me disent, oui, en ce moment même, qui me disent, c'est bizarre, on te lit plus tellement dans les journaux. Pour un écrivain, le genre on te lit plus tellement, c'est comme on te voit plus pour un acteur, c'est un peu l'équivalent du cancer, si vous voulez. Et pour les acteurs, je ne sais pas comment ça se passe, mais les écrivains qu'on ne lit plus, soit ils n'ont plus rien à dire, ce qui, vous me le concéderez, n'est pas tout à fait mon cas, soit on les empêche de le publier. Et là, lorsque timidement j'essaye de convaincre mon interlocuteur que je n'ai rien fait pour que ma prose soit devenue hors la loi, et que dans mon métier il est fréquent qu'on mette des gens en quarantaine, il me répond, en baissant la voix, comme si j'étais un chômeur cancéreux, que c'est vrai, mais que c'est comme ça. Et le rapport existe bel et bien. Vos lecteurs qui vous écrivez par centaines ne vous demandent plus ce que vous devenez. Vos propres collègues écrivains ou journalistes, pour conserver leur place au soleil, n'ont aucune envie de vous offrir une colonne, de sorte que vous comprenez très bien comment fonctionne le stalinisme ou le maccarthisme. Il s'agit moins de vous obliger à changer d'avis que de vous empêcher de propager votre vérité et d'avoir une influence sur quiconque. Mais là, je ne suis pas sûr que ça marche éternellement. Le cas échéant, confirmez-le moi, merci.